人類最大の危機に守護神モスラ降臨。ゴジラから首都東京を救え。ゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, l'émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment tu vas mon cher Jordan? Eh ben écoute, ça va très très bien après... Tu passais un bon été? Ouais, très très bien. Mais il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Nous sommes tout juste début septembre, donc nous sommes encore en été, donc on vous a pas menti quand on vous a dit qu'on allait poursuivre notre Summer of Tokuscope. Non mais voilà, on poursuit l'été et on commence la rentrée sur du kaiju. Tout à fait. Et pas n'importe quel kaiju. Non, tu peux nous en parler? Bien sûr, puisque vous savez, l'année dernière, nous avions fait les 2 premières émissions sur tout le cycle de films consacrés à la fameuse mythe géante Mothra. Donc, on avait fait les films sur l'ère Showa, ensuite on avait fait les films sur l'ère SEI. Mais c'est vrai qu'on vous avait fait un peu patienter sur les films de l'ère Millennium, parce que d'autres sujets se sont imposés avant. Donc là, on s'est dit... Il faut le faire, on va conclure notre trilogie de Mothra. Voilà. En vous parlant donc des films de l'ère Millennium, dans lequel notre cher papillon intervient. C'est-à-dire quasiment tous. Tout à fait, voilà. À quelque chose près. Quasiment, à quelques films près. Donc nous allons revenir en détail sur, comme tu l'as dit, sur les films de l'ère Millennium, en insistant surtout sur les 3,5 films dans lesquels Mothra intervient ou est mentionné. Ensuite, donc, dans notre Tokucave, nous allons parler un petit peu musique, car tu nous as mené de très très beaux objets à décortiquer, voilà, des objets qui vont faire du bien aux yeux et surtout aux oreilles. Mais pas beaucoup de bien au portefeuille. Mais pas beaucoup de bien au portefeuille. Et ensuite, nous allons vous proposer une interview de Madame Michiru Oshima, qui est la compositrice de plusieurs films de Godzilla contre Megaguirus, Godzilla Against Mechagodzilla et Godzilla Tokyo SOS, que tu avais rencontré en 2012 et en fait tu gardais l'interview dans tes, cartons depuis un moment. En fait, si vous vous souvenez, c'était lors de son concert qu'elle avait donné au pied de la Tour Eiffel, s'il y en a qui y étaient. Donc voilà, c'était à l'occasion de ce concert-là que j'avais pu la rencontrer. Voilà, très bien. Donc je vous préviens juste, ça n'a pas été tourné dans les conditions de Tokuscope, avec un matériel qui n'est pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. C'est une archive. Il y a peut-être des petits défauts qu'on ne se permettrait pas aujourd'hui. Non, mais je préfère le contenu est là. Voilà. Donc avant de lancer notre focus, on avait quelque chose à dire? Oui, alors on peut dire que l'été 2017 aurait été un peu triste pour les fans de Kaiju Ega et surtout de Godzilla, puisque nous avons perdu 2 personnes très importantes liées au genre, et notamment à l'époque, à l'ère Showa de Godzilla. La première personne, c'est monsieur Yoshimitsu Banno, qui est le réalisateur de Godzilla contre Hedorah. Il a fait un seul film de Godzilla, c'est celui-ci. Et il était aussi producteur exécutif sur le film de 2014 de Gareth Edwards. Donc voilà, un monsieur quand même très important, quand même, qui a laissé une patte très spécifique sur la franchise, même s'il a finalement peu participé. Si vous voulez en savoir plus sur sa carrière, je fais un petit peu de placement. Je vous conseille de vous procurer le magazine Otomo, qui est produit donc par les personnes de Rokirama. Et en fait, j'avais rencontré monsieur Banno en 2015, je l'avais interviewé au Japon, et vous avez l'interview en intégrale donc dans le magazine. Et on en avait parlé aussi dans l'émission 10. On avait fait carrément un focus sur monsieur Banno, tout à fait. Vous pouvez revoir l'émission Godzilla in America dans laquelle on parle de lui. Et surtout, on a eu une perte terrible aussi. Oui, puisque monsieur Haro Nakajima, qui a incarné Godzilla, c'était lui dans le costume dans le premier film de 1954 jusqu'en 1972 avec Godzilla contre Gigan, donc qui nous a quittés cet été, il y a quelques semaines, à l'âge de 88 ans. Outre l'inauguration du rôle de Godzilla, il a incarné quasiment tous les kaijus de l'ère Showa pour la Toho. Ça allait de Varan
Rodan, en passant par King Kong dans La Revanche de King Kong, Ghidorah dans Les Envahisseurs de l'espace, Gaïra le colosse verdâtre, ou encore Baragon dans Frankenstein Conquers the World, et quelques monstres dans la série Ultraman. D'ailleurs c'était lui, on va dire, le superviseur des cascades et du suite acting dans les premières séries de Kaiju, Ultra Q, Ultraman, Ultra Seven, et il va beaucoup nous manquer. C'est une perte terrible, et ce qui était fabuleux par rapport à lui, c'est de voir à quel point tous les fans se sont mobilisés pour lui rendre hommage. On a eu beaucoup de presse en France, aux États-Unis, j'en parle même pas, et aux États-Unis, tous les fans se sont unis pour contribuer à ses funérailles, mais pas seulement. En France aussi, on en a parlé sur la page de Tokuscope, donc il y a eu beaucoup de solidarité. D'ailleurs, on remercie ceux qui ont généreusement donné. Il y en a sûrement qui ont peut-être fait un geste, donc on tenait à vous remercier si vous faites partie de ces personnes qui ont un petit peu contribué comme ça Tout à fait. À lui rendre hommage. D'ailleurs, si vous voulez plus en savoir sur sa carrière, il y a un livre qu'on est juste là, qu'on le prenne sans qu'on fasse tomber. Voilà. D'un livre que monsieur Nakajima, donc il avait donné toutes ses photos personnelles pour ce livre, donc, qui s'appelle Haruo Nakajima Monster Photo Book, qui est un livre sur toute sa carrière de suite acting avec des photos de tournage. Et donc vous avez le détail un petit peu de toutes ses œuvres, photos noir et blanc sublimes. Moi je l'avais rencontré en 2015 pour un autre projet. J'étais allé carrément chez lui et c'était un monsieur adorable. Il avait perdu sa femme en début d'année, et ben là il l'a rejoint au paradis, on va dire, et maintenant on adresse toutes nos sympathies à sa fille Sonoé. Et voilà. On pense très fort aussi à monsieur Furuya, oui. Parce qu'il a quand même perdu son mentor, son confrère, on va dire. Ultraman a perdu Jiras, vulgairement. Et je sais qu'il a été très très touché, donc on pense très fort à lui, parce que c'est aussi un monsieur d'un certain âge, et voilà. Tout à fait. Donc voilà, on revient sur des choses un peu plus joyeuses maintenant dans notre focus. Petit flashback, nous sommes en 1998 et le... Ah non, tu vas pas remettre ça avec le film de Roland Emmerich. Le Godzilla de Roland Emmerich vient de sortir avec une campagne publicitaire qui confine à l'arrogance, j'ai envie de dire. Et le film a été relativement bien reçu au box-office, mais s'est fait quand même savater par les critiques et par... les fans de Godzilla qui ont vu dans cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle itération qu'une pâle copie et qu'une travestie, on va dire, du fameux roi des monstres, n'est-ce pas? Donc du coup, la Toho, qui avait au passage validé le scénario et le nouveau design de Patrick Tatopoulos, on dit d'un coup, mais qu'est-ce que c'est que cette trahison? Nous allons refaire un nouveau Godzilla made in Toho, made in Japan, comme ça, les fans seront contents et nous allons pouvoir aussi assurer l'intégrité de notre franchise. Et donc, dès 1998, on reprend le tournage avec le fameux Godzilla Nissan Millenarium, connu sous le nom de Godzilla 2000 ou Godzilla 2000 Millennium, film dans lequel Godzilla affronte une créature de l'espace qui en veut à son ADN, donc la créature qui s'appelle Orga, en fait, c'est un vaisseau spatial qui mute dans cette créature qui s'appelle Orga, et on peut dire que le film est assez moyen, vite fait, hein. C'est un film assez moyen puisque justement ils essaient de reprendre des signatures des films de Roland Emmerich, notamment d'Independence Day, ce qui est quand même un peu dingue quand on y pense, mais c'était dans cette période où on va dire que l'ère Millennium n'était pas vraiment entamée. On sent que on veut rebooter la franchise, mais en même temps ils ont encore leurs fameux tics de l'ère SAI, c'est-à-dire on garde quand même un pied dans les États-Unis. Surtout, le problème, c'est que c'est réalisé par un mec de l'ère SAI. C'est peut-être le problème du film, c'est qu'il y a limite pas de sang neuf. C'est monsieur Takao Okarawa qui avait réalisé le film, qui est un film qui avait au moins le mérite d'imposer le nouveau design de Godzilla, qui avait été conçu par monsieur Shinichi Wakasa. Qui va être le design que Godzilla va garder dans toute l'ère Millennium, par deux autres versions, mais c'est le design final que Godzilla va garder sur tous les films. À noter que c'est un film qui est sorti en salle aux États-Unis
dans une version tronquée, remontée, avec une musique de J. Peter Robinson qui refaisait les BO des films de Jackie Chan à cette époque-là. Donc on peut dire que Godzilla avait été un peu Jackie Chanisé pour ce film-là. Ouais, mais pour autant, tu vois, cette BO, elle passait bien dans le film. La version américaine, elle était plutôt douce, je trouve, dans ce film-là. Ça va. Mais moi, comme toi, la première fois que j'ai vu le film, c'était en DVD américain dans lequel tu avais une version québécoise. Oui, il faut savoir que dans ce DVD, il y a une version française. Québécoise. Mais non, mais l'accent n'est pas trop prononcé, elle est plutôt pas mal faite en fait. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime juste sur ce film, c'est tout le sous-texte justement anti-américain et anti-Emmerich. Oui. Notamment, Orga est une créature qui veut absorber l'ADN de Godzilla et devenir une créature contre nature, hein, ce qui n'est pas sans rappeler. Et qui donne lieu à une copie pas vraiment finie. C'est ça. Donc il y a pas mal de sous-entendus. Peut-être grossier ou non, ça dépend. J'ai vu un youtubeur qui a fait la même analyse que toi. Notamment, Orga se manifeste la première fois par un monstre en CGI aussi. Qui n'est pas la meilleure idée du film, on va dire. Du coup, il y a pas mal, comme je dis, de petits éléments comme ça qui est intéressant à replacer dans le contexte d'un film anti-Emmerich. Donc je pense que si vous regardez ce film sous cet angle-là, je pense que le film est peut-être plus intéressant. Non, c'est vrai que c'est un film qui est peut-être un peu moyen, mais je trouve que les visuels et les maquettes sont plutôt jolis. Il y a une belle photo. Ouais. D'ailleurs, c'était le premier film en scope depuis 1975. C'est surtout pour ça que je le regarde. C'est pour la photo et les miniatures qui sont vraiment pas mal. Mais on va dire que le vrai film de l'ère Millennium, puisque c'est le premier d'ailleurs qui est fait dans les années 2000, et qui va limite définir tout le reste de la franchise, enfin de l'ère en question. C'est pas encore un film avec Mothra, mais c'est un film qui va déjà poser certaines bases. C'est Godzilla contre Megaguirus. Donc là, on intègre une toute nouvelle équipe de production. Monsieur Masaki Tezuka à la réalisation, qui va devenir un peu j'ai envie de dire le nouveau showrunner de cette ère. Le réalisateur récurrent de l'ère Millennium. Qui est un film qui est plutôt pas mal. Il est très intéressant, il y a des très bonnes séquences. Un monstre qui est vraiment très joli, qui n'est pas sans rappeler certains personnages de l'ère SCI, mais qui est dérivé d'un monstre de l'ère Showa aussi. Hein. Oui. C'est ça, mais qui est pour autant très très beau. Toujours Monsieur Wakasa, je crois qu'il l'a designé. Tout à fait. Moi je me souviens d'une séquence dans le film où tu as totalement Tokyo qui est sous l'eau. Qui est une séquence assez longue d'ailleurs. Oui, c'est en plein milieu du film, je crois que ça dure au moins 20 minutes. Il faut savoir que ce film-là est le premier à présenter le fameux Godzilla avec les écailles roses, qui avait fait débat pendant un petit moment justement sur sur lequel la couleur vert clair était assez renforcée en fait. Qui n'était pas encore le cas sur le Godzilla 2000. Là, ils ont amélioré le costume et ils ont apporté les dernières modifications, on va dire. Non, moi c'est un film que j'aime beaucoup. La musique de Michiru Oshima, elle vous en parlera juste après, mais elle est vraiment pas mal. Et je pense que c'est une des choses qui a été le plus célébré sur le film. C'est une des meilleures BO qu'on a eu depuis. C'est peut-être comme je dis. Non, c'est un film que j'aime beaucoup, mais pour autant, Mothra se fait encore désirer sur cette nouvelle franchise. C'est quand même un film dans lequel on crée une machine qui génère des trous noirs pour pouvoir absorber Godzilla dans une autre dimension. Rien que ça, le pitch est quand même assez génial. Moi j'avais adoré le combat de fin qui se passe à Odaiba, en plein jour, avec Godzilla qui limite se la joue presque années 60 où il refait des prises de catch. Oui, non, mais pour le coup, c'est... Mais alors moi ce que j'aime avec les films de Tezuka, mais bon, qu'on va voir aussi après, c'est le côté limite réaliste des films. C'est qu'on est à la fois dans du kaiju, mais il est pour autant dans une ambiance très militaire et très bureaucratique, très sérieuse. Très verticale. C'est ça. Et en même temps, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'on est en pleine mode post-Wonder Woman, c'est un film où vous avez des personnages féminins qui se distinguent du lot, qui sont plus intéressants, parce que le personnage principal, la militaire, c'est un super personnage qui a un arc pareil de femme traumatisée. Mais il y a un rapport entre Tezuka et les personnages féminins qui seront développés dans les films d'après, mais c'est vrai que celui-là déjà...
annonce la couleur de ce qu'il a envie de faire quand même. Il y a un lien déjà avec Mothra, puisque la scientifique en chef, qui est jouée par Yuriko Oshii, jouait la journaliste dans Mothra contre Godzilla et dans tout à fait, Ghidorah de Shredded Monster. Tout à fait. Déjà les connexions. Voilà. Donc, dans l'ère Millennium, le premier film dans lequel va apparaître Mothra, c'est un peu un film totalement à part, donc le fameux GMK. Donc Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monsters, All Out Attack. Qui est en général considéré comme le chef-d'œuvre de l'ère Millennium, même si on peut en discuter. Hein. Alors ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on revient un petit peu à la Mothra des origines, c'est-à-dire qu'il n'est pas présenté comme un monstre qui doit sauver le monde fondamentalement, c'est-à-dire que c'est une créature qui peut faire des dommages collatéraux. C'est ça. C'est censé être ici l'un des 3 gardiens de protecteurs du Japon. Donc pour repitcher vite fait le film, en fait, on a un nouveau Godzilla qui arrive. Il faut savoir que dans les films de l'ère Millennium, Godzilla n'est jamais apparu depuis 1954. C'est des reboots constants du film de 54. Et donc là, Godzilla arrive, sauf que la particularité de ce Godzilla, c'est que c'est la manifestation en fait des âmes de ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il a un côté un peu zombie et maléfique. Il a les yeux bleus. Du coup, Mothra, Baragon et King Ghidorah sont les dieux protecteurs du Japon et sont les gardiens qui vont arrêter Godzilla à tout prix. King Ghidorah est un gentil donc. Voilà, donc bon, ça se discute. Film qui est réalisé par un certain Shusuke Kaneko qui avait œuvré sur la trilogie Gamera des années 90. Qui n'a pas forcément les mêmes moyens sur ce film que ce qu'il avait sur les Gamera. C'est pas les moyens, c'est plus la liberté qu'il n'a pas. C'est un film qui a coûté plus cher, mais c'est pas un film. Oui, mais les moyens. les moyens artistiques, on va dire, puisque c'est vrai qu'à la base, les 3 monstres devaient être Baragon, effectivement, mais Varan et Anguirus. Et malheureusement, on lui a dit non, nous, il faut un carton au box-office, donc il faut venir les gros monstres, quitte à changer la nature de certains monstres, comme Ghidorah, c'est comme si on faisait un film dans lequel le Joker faisait équipe avec le commissaire Gordon pour arrêter Batman, en fait. Pour moi, c'est peut-être la très mauvaise idée du film, c'est que... Pourquoi King Ghidorah c'est un gentil? Parce que c'est limite lui qui sauve le monde à la fin. Enfin, pour moi, c'est peut-être la mauvaise idée du film. Les designs sont vraiment sympas. Il y a juste Mothra où je suis un peu mitigé parce que Mothra ressemble pas du tout à un papillon dans ce film, mais plus à une espèce de grosse guêpe. Donc c'est Elle a des papates. Pareil, ça se discute. Non, le film est bien, mais pour moi, c'est peut-être un film qui traîne en longueur sur la fin, quoi. Disons qu'il y a une espèce d'hésitation entre un côté épique et un côté presque parodique par moment, parce que le début est un petit peu, comment dire, déjanté, quoi, avec cette espèce d'agence journalistique qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous avez cette boîte de prod qui s'appelle Digital Q et qui produit une série de psy-films en fait sur des soi-disant phénomènes paranormaux au Japon qui soi-disant vont plaire aux enfants. Donc on voit évidemment la référence à Ultra Q et surtout c'est peut-être ce film-là où il y a le plus d'hommages et de caméos dans un film de Godzilla. Je vous laisse chercher tous les caméos du film, mais par exemple juste pour vous citer quelques noms comme ça, vous avez Masaki Tezuka, le réalisateur des Mecha Godzilla qui apparaît, vous avez Monsieur Kawakita, vous avez l'actrice qui jouait Ayane. Ouais, il y a Ai Maeda et sa sœur. Qui font office de Chobijin à l'occasion d'un. Vous avez l'actrice qui jouait la mère justement de Ayane, qui joue le rôle d'un enseignant dans le film. Vous avez énormément de personnages comme ça dans le... Shiro Sano... vous avez monsieur Hiroyuki Watanabe. Papa de Garou. Si vous avez l'occasion de regarder le film en détail, vous verrez qu'il y a pas mal d'acteurs connus. Jusqu'au nom des véhicules. Hein. Oui. D'ailleurs, dans la séquence où Godzilla sort de la mer la première fois, vous avez une séquence où vous voyez des gens, et c'est les suite acteurs de Baragon et de King Ghidorah qui sont là. Ça, c'est du trivia quand même. Non, mais ce qui est intéressant par rapport à Mothra, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est pas encore. Elle représente un petit peu l'équivalent de Gamera dans la mesure où elle doit sauver la Terre, mais elle ne doit pas forcément
sauver l'humanité, c'est-à-dire à un moment donné, elle sort de son lac, il y a des petits merdeux qui sont en train de faire... C'est les mecs qui ont voulu... Ils veulent tuer, elle leur passe dessus, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'ils voulaient noyer un petit chien, là, mais ils ont mis un petit chien dans un carton, ils l'ont envoyé dans l'eau. C'est complètement surréaliste. En gros, Mothra a tué des humains pour sauver un petit chien. Mais de toute façon, c'est dit dans le film, c'est que Mothra est là pour sauver la patrie. Et quand elle dit patrie, c'est pas le pays, mais l'environnement. La mana. Voilà. Non, c'est un film qui joue énormément la carte de la mythologie et du mysticisme, donc c'est vraiment un film à part dans l'ère Millennium. Il y a une grosse référence au Godzilla de Roland Emmerich dans ce film. Puisqu'au début du film, vous avez une séquence où on nous dit oui, mais une créature a attaqué le Japon et tout, est-ce que ça pourrait être Godzilla? Et là, oui, vous avez deux mecs. C'est ce qu'ils disent, mais nos agents se sont peut-être trompés. Oui, mais le monstre qui a attaqué les États-Unis, c'est Godzilla. Et les sources américaines ne sont pas très fiables. Donc, petit clin d'œil comme ça. Petit troll aussi. Bon, c'est mignon, on va dire. Oui, c'est mignon. Mais voilà, un film qui est important, je pense, mais. Il y a quelques problèmes sur les effets spéciaux quand même dans ce film. Je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux quand même. De toute façon, il faut savoir que Kaneko n'avait pas Higuchi avec lui sur ce film. Donc bon, ça se sent un petit peu. Donc on va maintenant repasser... Alors, carton box-office pour cela. Carton box-office. Avec une promo basée sur Hamtaro, parce qu'il y avait voyait Hamtaro dans les bandes annonces du film. Tout à fait. Vous allez plus pour des bêtises. Production Toho d'ailleurs. Oui, tout à fait. La Toho détient les droits de distribution notamment de Hamtaro. Voilà, c'est pour ça qu'on avait des petites figurines de Hamtaro habillées en Godzilla. Donc exit Kaneko, et on fait revenir Monsieur Tezuka sur le film suivant. Pour un diptyque cette fois-ci, chose assez rare dans l'univers de Godzilla, c'est que là il fait il fait deux films qui s'enchaînent tant sur l'aspect visuel que thématique. Et dans les deux, on va avoir Mothra, donc plus ou moins présent dans le premier, mais surtout très très présent dans le deuxième. Donc le premier, Godzilla Against Mechagodzilla. Pour pitcher le film, en fait, le Godzilla de 54 a été tué par le docteur Serizawa avec l'Oxygen Destroyer, mais un nouveau Godzilla apparaît et on se dit qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut le battre? Et donc l'idée est mise en place de collecter un maximum de scientifiques pour créer un Mechagodzilla à partir du Godzilla original. C'est-à-dire qu'on va récupérer le squelette de Gojira, du Godzilla original, et on va lui mettre vulgairement une armure en métal, et ça va donner le fameux Kiryu, qui est à la fois une créature biomécanique, mais qui a encore les souvenirs du Godzilla de 54. C'est un cyborg. Et c'est pour ça que par moment, il va avoir... il va y avoir des glitches. Voilà. Des glitches violents où il va se souvenir de sa mémoire antérieure. Ça, et Mothra fait un rapide caméo au début du film sous le biais de Stockshot du film de 61 pour justement présenter l'arsenal qu'avait le Japon. Vulgairement, elle apparaît avec Gaïra pour dire « Oui, mais vous voyez, ces monstres-là nous ont permis de créer des nouvelles armes et tout ça. » Et en fait, cette petite séquence, au final, va être très importante pour la création de Mechagodzilla, mais surtout pour les événements du film suivant, donc de Tokyo SOS, dont on va parler juste après. Mais Mechagodzilla, c'est un film qui est déjà pas mal en soi. Pour moi, c'est le meilleur de l'ère Millennium en termes de script, c'est-à-dire que c'est un script. D'ailleurs, le script qui avait été écrit par Wataru Mimura, qui avait signé le Godzilla versus Mechagodzilla de 1993. Tout à fait. Donc ce qui est marrant, c'est comme quoi on peut être un seul auteur et avoir des visions différentes sur un même personnage. Pour moi, c'est le meilleur script parce qu'il est plus serré, il est plus focus, c'est-à-dire contrairement à GMK qui partait un peu dans tous les sens, celui-là il est très focus, il y a une ligne directrice encore une fois sur un personnage féminin Akane, même si on reprend un peu la structure de Megaguirus avec un prologue en plusieurs parties avec une sorte d'Uchronie, on refait l'histoire du Japon liée au Kaiju. Encore une fois, un personnage féminin tactique, en prise directe avec les événements, donc un personnage de pilote ici, et un personnage
on va dire, haut gradé. Ici, c'est le Premier ministre qui était joué par Kumi Mizuno, qui est le Premier ministre de 99. Ouais, moi j'aime beaucoup ce film-là. Et c'est marrant parce que c'est le dernier Godzilla japonais que j'ai vu. C'est un des rares que j'avais pas vu. Et celui-là, je l'ai vu juste avant la sortie du Gareth Edwards. Et je trouve que c'est le meilleur. Il y a un côté très politique aussi dans ce film, c'est qu'on suit en fonction de l'évolution des armes et de la modernisation de l'arsenal, on suit un peu la crise politique, puisque notamment Kumi Mizuno à un moment doit quitter son poste. Il y a tout un débat sur le fait de oui mais combien va nous coûter Mechagodzilla, on n'a pas envie de payer plus d'impôts et tout ça, comme quoi on n'a pas eu besoin d'attendre Shin Godzilla pour faire des films politiques, mais c'est un film qui est vraiment très intéressant, mais qui va être beaucoup plus développé dans sa suite directe. Godzilla Tokyo SOS. Donc autant Godzilla Against Mechagodzilla posait déjà certaines bases et proposait déjà des combats assez intéressants, celui-là va aller encore plus loin, je trouve, et va faire intervenir Mothra au centre du récit avec le retour d'un personnage du film de 61. En fait, on fait revenir le professeur Chujo, qui était joué par monsieur Hiroshi Koizumi dans le film de 61, et là, il revient, puisque sa famille est liée aussi à la construction de Mechagodzilla. Donc il reprend son rôle, flashback aussi à l'appui. Ce truc moi qui me gêne dans ce film, c'est que le retour de Mothra est une bonne et une mauvaise chose. C'est-à-dire c'est une bonne chose en termes de mise en scène, c'est-à-dire le film commence par une poursuite dans les nuages avec les avions de l'armée japonaise, bien foutu, avec Mothra d'un coup qui surgit de ces nuages, et c'est une séquence absolument hallucinante. Je les soupçonne un peu d'avoir voulu faire un petit tacle sur la scène de vol du Gamera 3, et c'est vrai que celle-là est quand même... on sent que le temps passant, on a quand même des points de vue, des mises en scène, des plans qui sont quand même assez ouf. Mais malheureusement, le retour de Mothra, je trouve, s'intègre pas très bien dans cette histoire. Je sais que le personnage est introduit avant, mais je trouve que voilà, on revient sur cette idée de mythologie versus biomécanique, qui est intéressant. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas aussi réussi que le précédent, parce que justement, il y avait ce côté très focus dans le film d'avant. Là, ça commence un peu à repartir dans tous les sens. Et je suis désolé, recycler l'intrigue de Mothra contre Godzilla avec la Mothra adulte qui meurt et les petites larves qui reprennent le relais, c'est un peu du déjà vu. Même si techniquement, on a des combats vraiment magnifiques. Celui-là est vraiment très généreux en termes de combat et d'ambiance au niveau des maquettes et tout ça. Enfin, vous avez pas mal de trucs qui explosent, pas mal de combats en ville. Mothra a quand même un rôle crucial dans le film. Juste pour la petite anecdote, pour les fans de Sentai, le fils du professeur Shujo est joué par monsieur Naboru Kaneko, qui n'est ni plus ni moins que Gao Red de Gao Ranger. Voilà, donc il joue dans ce film. Il y a un autre kaiju aussi dans ce film-là, qui est repris aussi de l'ère Showa, c'est le fameux Kameba qui fait malheureusement office de hors-d'œuvre dans ce film, puisqu'il y a un petit caméo où on le voit totalement mourant sur une plage. C'est dommage, parce que franchement le design était vraiment super bien refait. Vraiment très intéressant. Très beau, première fois où dans ce film-là, il est clairement fait mention d'un combat antérieur. Puisque Godzilla arbore sur son torse une cicatrice qui est le résultat des événements de Against Mechagodzilla. Et non, c'est vraiment un film que j'ai pris plaisir à revoir, que j'avais totalement oublié et qui est finalement plus intéressant que je ne le pensais. Disons vu que Final Wars avait été plus médiatisé, celui-là il est un peu passé à la trappe, et vu qu'au box-office c'était un peu rétamé. Mais le problème c'est que les deux Mechagodzilla avaient été plus ou moins des pseudo-échecs au box-office. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas Mechagodzilla dans le Final Wars, alors que c'était prévu dans le script de base. Mais du coup, moi je vous encourage vraiment à voir ces deux films-là. Si vous n'avez pas envie de regarder le GMK et que vous avez envie d'une ambiance beaucoup plus terre à terre, vous regardez ces deux films-là, c'est vraiment très intéressant. Enfin, je pense que ça fait partie des meilleurs films de l'ère Millennium qui a été fait. Et donc, Mothra apparaît évidemment dans le film anniversaire, c'était obligé. Elle apparaît dans Godzilla Final Wars. On va pas vous reparler du film parce qu'on a fait une émission dessus entièrement.
Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle reprend donc, son rôle d'allié, cette fois-ci, de Godzilla. C'est le même design que dans Tokyo SOS. Les Chobijin de Tokyo SOS sont de retour dans ce film-là. Encore une fois, avec des coupes de cheveux moins jolies. Hein. Moi, par contre, justement, un des points que j'aime du film, parce que je vais pas nous tailler un short à chaque fois, c'est justement l'intrigue entre Gigan et Mothra. Alors, encore une fois, monstre cybernétique contre monstre mythologique. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné un intérêt à Gigan, qui avait jamais eu d'intérêt dans les films de Showa, alors que là, clairement, on lui donne un antagoniste en la personne de Mothra. Qui, elle, pour le coup, n'a pas vraiment d'intérêt dans le film. Oui, non, mais elle est juste là, elle est juste là parce que c'est un film anniversaire. Clairement, elle n'a pas d'intérêt, mais cela dit, ici, c'est plus l'île de l'infante qu'un intérêt dans ce film. C'est les Chobijin et le livre. Voilà. Puisqu'elles vont donner un fameux talisman qui vont permettre qui vont permettre de résoudre le film à la fin, enfin l'intrigue à la fin. Mais Mothra est là pour épauler Godzilla. Elle se fait latter mais en effet c'est très intéressant d'avoir mis une intrigue comme ça entre Gigan et Mothra. Donc là c'est le dernier film dans lequel apparaît Mothra au Japon. Mais plus récemment, Mothra a fait son retour, cette fois donc dans le Monsterverse. C'est que autant elle apparaîtra officiellement dans le Godzilla King of the Monsters qui sortira en 2019, tout à fait. Aux côtés de Rodan et de King Ghidorah, et puis de Godzilla évidemment, mais elle est déjà réintroduite dans le Kong Skull Island sous le biais d'une fresque dans la scène post-générique. Donc ce qui laisse supposer quant à ses origines identique aux versions japonaises, et puis surtout l'image qui a été dévoilée de la fameuse... qui annonce un design assez fidèle. Hein, ouais, et puis visiblement on va avoir aussi 2 larves et l'œuf, visiblement, sur la petite photo. Donc je pense qu'on sera très respectueux du personnage d'origine. En tout cas, visuellement, en tout cas, ça a l'air, entre ce qu'on a vu dans Kong et les images qu'on est en train de voir du King of the Monsters, ça a l'air très fidèle, en tout cas, au personnage qu'on connaît. Donc après, voilà, le film n'est pas encore sorti, on verra. Ce sera l'occasion de nous replancher sur Mothra quand le film sortira en 2019. Tout à fait. Donc là, on a fini. Sur Mothra, ça y est, on a fait le cycle sur Mothra. Donc maintenant, on va passer à la Tokucave avec quelques box musicaux. Alors on va continuer avec Godzilla, Mothra et les autres kaiju, mon cher Jordan. Surtout avec Mothra. Surtout avec Mothra, car je crois que tu nous as amené quelques beaux objets, un peu de collector de Et oui, vu que c'était une émission sur Mothra, certes, mais bon, vu que dans le Dico, on va un peu parler musique, je me suis dit, on va garder cette thématique comme ça, musicale. C'est quand c'était le shopping un peu. Voilà. Non, mais surtout, en fait, je voulais vous parler des Godzilla Perfect Collection, donc les box de BO de Godzilla. Donc en fait vous avez 6 box qui sont sorties entre 2004 et 2006 pour fêter les 50 ans en fait de Godzilla. Donc en fait vulgairement qu'est-ce que c'est ? C'est l'intégralité des musiques des films qui ont été remasterisées et surtout qui sont en version rallongée. Enfin, les BO sont en version longue, c'est-à-dire que tous les morceaux qui ont été composés pour les films ont été collectés sur des CD. Donc, c'est un petit peu l'édition définitive. C'est l'édition définitive. Ouais. Vous avez donc entre 5 et même 9 CD par coffret, ça dépend. Vulgairement, le premier coffret va du 54 à Ghidorah, au film Ghidorah. Après, donc, ça va jusqu'à Godzilla's Revenge, donc de Invasion of Astro Monsters jusqu'à Godzilla's Revenge. Le coffret 3, c'est la fin de l'ère Showa. Et l'ère Heisei est répartie sur les coffrets 4 et 5, sachant qu'il y a beaucoup de bonus tracks pour ces films-là. Vous avez notamment, de mémoire, chaque film a une édition de CD. Notamment, vous avez pour Godzilla vs Destroya, vous avez un CD entièrement de pistes alternatives. Donc c'est quand même intéressant de voir comment les musiques ont évolué. Et toute l'ère Millennium,
à proprement parler, c'est-à-dire sans le Godzilla 2000 qui a été fait en 99, mais tous les films des années 2000 ont été collectés dans la box. Et du coup, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous avons donc les 3 OST de Madame Oshima dont on va parler après. Et ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que la BO de Godzilla Final Wars s'étend non pas sur 2 CD, mais 3 CD, puisque une grande partie de la musique, notamment de Keith Emerson, avait été totalement rejetée du montage, et finalement tout a été collecté dans ce coffret. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi ça vient accompagné de CD un peu plus rares, un peu plus introuvables, qui sont souvent des reproductions de vieux vinyles, notamment celui-là. Donc c'est soit des compilations, soit des CD avec des éléments un peu bizarres ou un peu rares. Par exemple, vous avez des chansons pour les enfants. Des chansons pour les enfants, vous avez des histoires. Il y a même un CD, je crois que c'est dans la box 4 de mémoire, vous avez un coffret, un CD entièrement dédié à la série donc Zone Fighter, et vous avez dans la box 6, c'est aussi important de le signaler, ils l'ont mis en bonus mais c'est toujours intéressant à signaler, vous avez la BO du Godzilla de Roland Emmerich, qui est reproduite en intégralité, donc pour ceux qui... De David Arnold. De David Arnold. Excellent score. Donc c'est une reproduction à l'identique du CD qui était déjà sorti chez La La Land Records quelques années avant, mais qui avait été très vite épuisé. Donc ils ont proposé on va dire un repressage. Actuellement, combien ça coûte et comment tu peux trouver ça à peu près ? On va dire que ça coûte à peu près une centaine de dollars, même peut-être entre 100 et peut-être 120 $ selon le site sur lequel vous allez, par box. Ce qui peut paraître un coût en soi, mais qui au final, quand on connaît le prix des CD japonais, est absolument ridicule. Surtout pour une institution comme Godzilla, où on se dit quand même que... Pour leur marché interne, c'est rien en fait. Voilà, 120 $ pour 6 ou 9 disques, ça fait presque une dizaine de dollars le disque, ou entre 10 et 15 $ le disque, donc c'est quand même assez intéressant. Moi je vous conseille, si vous voulez vous les procurer, de passer par le site Arc Square, qui propose ces box-là peut-être au meilleur prix, et surtout ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez les 6 box chez eux, donc pas forcément en une fois, mais de manière répartie dans le temps, vous pouvez leur demander un DVD bonus en fait d'archives vidéo sur Monsieur Ifukube. Donc vous avez des séquences de répétition, d'enregistrement d'orchestre. De mémoire, le Godzilla contre Mothra de 92 y est présent. Vous avez un petit reportage sur l'album Ostinato. Donc c'est très très intéressant. Par exemple, toutes les archives vidéo de Monsieur Ifukube qu'on vous avait pas passé dans les précédentes émissions viennent de ce DVD-là, par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces box aussi sont limitées à 1954 exemplaires chacune. 1954 évidemment pour faire un hommage au personnage titre, mais donc voilà, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Et chacune est numérotée. Et chacune est numérotée, vous voyez derrière le petit numéro qui accompagne chaque box. Donc voilà, c'est vraiment, si vous avez envie d'être complétiste sur la musique, c'est, je pense, les éditions ultimes pour découvrir la musique. Après, il y a eu plein de compilations, même aux États-Unis, qui sont quand même de très bonnes factures, mais voilà, ça c'est vraiment l'intégralité des musiques, et comme je le dis, il y a des fois 2 CD par film. Par exemple, la BO de King Kong contre Godzilla est proposée en 2 CD, une version mono et une version en stéréo, puisque la musique avait été enregistrée en stéréo et en mono. Donc c'est intéressant, surtout que des fois il y a quelques petits changements quand même. Donc si vous avez envie, je le répète, c'est disponible sur le site Arc Square et c'est disponible au meilleur prix. Donc voilà. N'attendez pas. Bon très bien, écoute, merci Jordan pour cette présentation de tous ces beaux objets. Du coup, on va peut-être laisser la parole à Madame Oshima dans notre Dikotoku maintenant. Tout à fait.
大島みちるです。映像音楽の作曲がメインです。それだけいいです。映像音楽の作曲家 A です。で、この世界に入ったのはコマーシャルの音楽から入りました。多分アニメとかは作曲家に女性の作曲家も他にもいると思うんですね。ただ映画はやっぱりまだ少ないですし、私の場合は映画やったりアニメやったりゲームやったり割といろんなことをやってて、そのトータル的にコンサートのアーティストのプロデュースやったり、これだけいろんなことをやってるという女性の作曲家はまだ少ないですね。私の先輩には誰もいなかったですね。でね、私の名前のみちるっていうのはカタカナでみちるって書くんですね。これは女性か男性か分かりにくい名前なんです、日本では。だから打ち合わせに行って大島さんって女だったのっていう監督も多いし、役者さんなんかは会うことがないんで男だと思ってる人がいる。だからそういう意味であんまり最初に抵抗が頼む方も抵抗がなく、男だと思って頼んできた人も結構いた。カメラ目線でいきますね。ゴジラ1回目のゴジラメガギラスの時にね、最後にダビングって言って音楽と効果音とかを全部セリフを一緒にする作業がある。で、効果音がとにかくゴジラはすごいんですよ。で、3つのチームが入ってて、ゴジラの鳴き声だったりするチームと、ガラスが割れたりとかそういうチームと、雨の音のチームがすごい効果音なんですね。だから1回目やった時に普通に音楽書いたらもう効果音がバーンとなると音楽全部消えちゃって聞こえなくなる。それが特別違いました。だからその効果音が特別すごいんで、音楽をね普通に書いても効果音に負けてしまうっていうので、2回目以降少し考えました。多分なんですよ。詳しいことは知らないんですけど、その前にドラマ音楽を手掛けてて、そのショムニっていうドラマだったんですけど、その音楽で割とマーチの音楽だったので、元気な音楽を書くっていうイメージだったんじゃないですか。一番最初の打ち合わせの時に、ゴジラっていうのはすごく大きくてすごく重たくてすごく怖いと、そういう音楽にしてくださいって最初に。ゴジラのテーマは、ドンドンっていうゴジラの足音とゴジラの出てくる感じだっていうのはそのゴジラが登場する感じを曲にした。まずそれで、そのメカゴジラの時にレコーディングをロシアでやったんですね。で、このメカゴジラの時にロシアでレコーディングして、これがロシアって100人近いオーケストラになったんですよ。だからもうすごいゴジラと音楽を書く量がすごく普通の映画より多いんですね。なぜかっていうとほとんどバトルシーン、戦ってるシーンなんで音楽のテンポがすごく速くて、喋らないじゃないですかゴジラ。だからセリフがない分音楽がすごく多いんですね。だからものすごいスコアを書く量が多くて、書いても書いてもこの中でも喋ってるんですけど、書いても書いても終わらないんです。だからね、どうも私インタビューのその中で喋ってるんだけど、毎日朝の7時ぐらいまで最後に10日間ぐらい作曲してたんです。すごい量がある。で、メカゴジラは、とにかくファンファーレにしようと思って、ファンファーレ的な音楽にしようと思って、意外にモスラは難しかったんですね。それでモスラのレコーディングをしてる時に手塚監督って何にもおっしゃらない人なんだけど、モスラの時だけ1回ここの音楽をもうちょっとこういう風にしたいとか、もう具体的なことは忘れたんですけど、注文が1回だけモスラのシーンでありました。とても難しかった。で、モスラはゆっくりした感じで張ってるような音楽にしようと思って書きました。だからモスラは一番難しかった。ゴジラの時に思ったのは台本ね、そんなに厚くないんですよ。で、ゴジラ東京湾に上陸とか書いてあって、たった1ページでゴジラ、例えばメガギラス戦いと書いてあるんですけど、実際映像を見るとその1ページの台本が10分以上あったりするんです。つまりほとんどそこはもう音楽が必要だってことなんです。だから音楽の、今さっき言ったようにゴジラ喋らないですし、
だからすごく音楽が重要なんですね。とにかくゴジラの仕事って楽しかった。なぜかっていうと、ゴジラの映画に関わってるスタッフ全員がとても楽しそうに仕事してるんですよ。まるで子供のように楽しそうに仕事をしてる。こんなに映画のスタッフ全員が楽しそうな仕事ってなかなかないですね。すごいかっこいい音楽ですねっていうことで、手塚監督はすごく満足をしてる。それは、ね、東京の日本のファンからもそういうふうに言われるんですね。言われることは多いんですよ。それは多分私がそれこそ本当に今さっき言った女性で、あまりにもその伊福部先生の曲を意識しないでのびのびと書いたからじゃないかなって。多分みんなすごく意識をしてた間の作曲家ね、すごい気にして伊福部先生の曲を気にしたからねじゃないかな。私は全くそれを意識しなかったんで、のびのび自由に書けたからじゃないかな。東宝はその前からも映画をやってたんで、他の普通の映画をやってたんで、特別なことはなかったんですけども、ゴジラをやってのメリットは、外国に行った時に、どういう仕事してるんですかって言って、ゴジラって言うと大体みんな知ってる。面白かったのはね、もうずいぶん前だけど、アメリカに入国する時に、アメリカの入国管理に行ってね、結構いろいろ質問されてた頃がある。最近はあんまりしないんですけど。その時に作曲家だって言うと、何の作曲家だって言って、ゴジラの作曲家って言ったら、オッケーオッケーって言って、すごく、入国の人が、すごく。Eh bien bravo Jordan pour cette interview qui était fort instructive, elle était super. J'ai pas fait grand chose, hein, c'est surtout elle qui a donné des réponses intéressantes. Oui, mais c'était bien quand même, c'était bien. Joli rendez-vous, voilà. Belle présence. Elle a fait d'ailleurs une apparition au G-Fest cet été, elle y était, c'était l'une des invitées principales et je sais que nos amis américains lui ont réservé un accueil plus que chaleureux. On salue Monsieur John DeSantis d'ailleurs. Tout à fait. Qui est fan de sa musique et surtout qui a contribué à sa venue aux États-Unis. Tout à fait. C'est vrai que John a beaucoup fait pour la tiens, c'était lui, on va dire, l'artisan principal de sa venue. On vous remercie pour cette émission de nous avoir suivis au cours de cette trilogie Mothra. Avant de vous laisser, on voulait vous parler de 2 événements qui vont arriver très prochainement, à la fin du mois. Je t'en prie, Jordan. Donc déjà le week-end du 30 septembre, donc il y aura le Paris Manga. Donc on vous en parle quand même, même s'il y a des invités Power Rangers, mais je pense que c'est quand même un petit événement qu'il faut saluer, c'est que c'est la première fois qu'on a un cast complet dans une convention française. Donc certes c'est du Power Rangers, mais je pense que c'est intéressant de signaler quand même qu'ils ont réussi l'événement de faire venir les 5 acteurs. Donc on a le cast complet de Megaforce. Donc ce sera l'occasion de revoir Monsieur Azimrisk, qui était juste super sympa, et je suis très content de pouvoir retourner le voir. Toi, tu veux boire un verre avec lui, toi? Ouais, tout à fait. Ouais, mais il y a aussi les actrices charmantes, donc Sierra Hanna et Christina Masterson. Ça va être un plaisir peut-être de les interviewer. Établir une connivence. Et puis on n'oublie pas les deux autres acteurs, hein, le rouge et le bleu. Donc voilà, c'est l'occasion de rencontrer un cast complet d'une série. Et le week-end, faire un morphing collectif, quoi. Et le week-end d'après, en Belgique, il va se passer quelque chose aussi. Tout à fait, puisque nous, on va enchaîner avec une autre convention, le week-end du 7-8 octobre à Namur, en Belgique, puisque se déroule la convention MIA, donc Made in Asia, qui accueillera ni plus ni moins que 2 actrices de Bioman, à savoir Madame Sumiko Tanaka, qui jouait la 2e Force Jaune, et puis bien sûr Madame Michiko Makino, qu'on ne présente plus, la Force Rose. Hein, ça va être un plaisir de la revoir. Pareil, moi je vais être très content Et on a un 3e invité Tokusatsu quand même, puisqu'on a Monsieur Nob, donc Nobuo Yamada, qui est le chanteur des génériques, mais pas que, de Goseiger et de Bookenger, mais aussi donc, du fameux générique de Sanseiya, mais qui a fait pas mal de petites chansons comme ça de Tokusatsu, donc ça va être l'occasion de le revoir, puisqu'on l'avait déjà rencontré en 2013, mais j'ai vraiment hâte de voir ces personnes-là. Tout à fait. Je fais aussi un petit big up pour les 2 auteurs de la Bio-Bible, donc consacrée à la série Bioman, donc Vania Holdonin
et donc Nicolas Janté, qui seront présents tous les deux pour faire signer leur bio-bible, qui a rendu très enthousiaste les fans de Touhou cet été. Voilà. D'ailleurs, juste une petite info comme ça, au passage, on va faire gagner 2 places pour le Rétro Made in Asia, là incessamment sous peu sur la page Facebook, donc soyez présents, soyez présents, attentifs. Voilà. Donc, et puis même si vous avez l'occasion d'y aller, ce sera un plaisir de vous y voir, et puis même de vous croiser, si vous pouvez aller rencontrer les actrices de Bioman. Là c'est vraiment l'occasion, hein. C'est vraiment l'occasion. Ben voilà, donc Mothra c'est fini, on enchaîne sur un nouveau run maintenant. De quoi on va parler la prochaine fois? Encore de kaiju, je crois. Et oui, on va changer de pays, on va vous parler un peu de la production coréenne de kaiju et de tokusatsu, mais on vous en dira plus dans la prochaine émission. Donc voilà, cette fois-ci, on en a fini avec Mothra et Lato pour un petit moment, et on vous dit à la prochaine fois, donc prenez soin de vous et transmutez-vous. Mon cher Fabien, la dernière fois, on avait fait l'émission sur Mothra, tu m'avais donné envie de tester ces superbes pâtisseries, là, les cornettes. Donc, tiens, j'ai été en chercher. J'ai été en chercher. Je les ai fait moi-même, hein, je les ai fait venir du Japon. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça a la forme quand même de la larve de Mothra. Hein, je vais culpabiliser. En fait, ça devient ça, en fait. C'est ça. C'est fou, hein. C'est vrai que ça y ressent quand vous regardez. Hein. Bon, on va quand même goûter. Bon, allez, on va goûter. Attends, je mets Mothra sur mon épaule. Comme ça, elle assiste à la... Bon, je vais dévorer un de tes congénères. Allez. C'est super bon en plus. Il y a un côté fruité dans la crème. Ouais, c'est sûrement des fruits de l'île de l'Infante. Ouais. Bah voilà. Les jumeaux de Mothra sont frais bouffer. Le pire, c'est que t'as pas envie d'arrêter de la manger. C'est super bon en fait. La crème est un peu spéciale. Bon, allez. On va faire notre petite... Monsieur Ngouchi...